Bonsoir, bonsoir. Alors, Serge Bobson, vous m'excuserez encore pour ce retard qui est entièrement de ma faute. J'en assume l'entière responsabilité parce que, comme vous le savez, avec le décalage horaire, j'ai toujours cette tendance à oublier que nous avons 6 heures de décalage et non pas 5. Donc, je tiens à m'excuser et remercier tous ceux qui sont présents. Michel, VP de Londres, et puis la personne qui ne veut jamais que j'appelle son nom. Donc, je vous remercie. D'ailleurs, j'ai laissé mes clés en haut. Donc, c'est pour parler ensemble. On aura comme j'ai envie de dire challenger, mais non. Daniela, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, partagez le peu que vous voulez. C'est une vidéo qu'on ne veut pas très longue. On la veut pour un maximum d'une heure. Je sais qu'il est tard, peut-être même moins, dépendamment des arguments. Alors, j'aurai dans cette vidéo pour... nous allons un peu essayer de créer une sorte de confrontation. Oui, bonsoir Issa, bonsoir Aaron Banderas, ouais, le champion Joseph Thiam, bonsoir. Et puis, nous allons avoir Henri Atangana, encore, excusez-moi, parfois je mets Henri Atangana, qui sera également des nôtres. Alors aujourd'hui, nous allons changer un peu le concept, en attendant que les autres copient encore, vous savez. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fosse au lion. Donc nous avons choisi cette journée pour confronter deux idéologies. Vous savez que le gouvernement camerounais, par l'initiative du président Paul Biya, a initié un dialogue avec les belligérants actuellement en conflit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, un processus de négociation est en cours, il faut le dire également, qui n'a pas commencé maintenant, nous allons y revenir. Alors, j'aurai Henri que j'attends, qui va certainement lancer sa demande dès qu'il est là. Je vois s'il est déjà là. Comme ça, ensemble, nous allons rentrer dans le... Pour le moment, parfait. Alors, si Henri est là, qu'il envoie une invitation ou bien qu'il écrive tout simplement un message. Alors, donc, en attendant, je vais énoncer à nouveau le sujet, si vous voulez. Donc, il s'agit justement de parler de ce processus de négociation. Alors, de déterminer est-ce que nous sommes pour, est-ce que nous sommes contre. Alors, moi, je vais me mettre dans la peau, dans le rôle ou dans l'argumentation qui serait la plus appropriée ici, c'est-à-dire être pour... voilà, donc ça va être un jeu de rôle qui sera une sorte d'argumentation ici, donc qui va jouer... Je suis là, je ne sais pas si tu me vois. Oui, je te J'essaie vois. d'abord de fixer mon écran. Parfait, c'est parfait. Alors, j'avais que ce Parce soit que là. Et je m'excuse encore pour ce retard qui est dû exclusivement à l'horaire. Donc, quand je parlais de 17 heures chez moi, donc je pensais que ça ferait 22 heures chez vous. Donc, c'est un retard. Donc, en fait, tu tombes à pile, tu nous suis depuis le début. Donc, je faisais une petite introduction. j'ai le son très mauvais. Attends, j'essaie d'augmenter le volume Parfait. parce que Pendant ce mon temps, je volume. continue dans l'introduction. Donc, Oui, partagez la vidéo au maximum parce que le plus important, vous le savez, c'est le nombre de partages. Donc, il y a 39 personnes, je m'attends à avoir 50 partages minimum ou bien non, 80 partages au maximum. C'est très important parce que Henri et moi, aujourd'hui, nous n'allons pas avoir le rôle parce que c'est vrai que c'est très facile de défendre la vérité. Et dans la plupart des cas, nous sommes du même point de vue. Là encore, nous sommes probablement du même point de vue, mais nous allons c'est jouer Vicky. un rôle. Nous allons jouer un rôle qui est celui de pour ou contre la négociation. Donc, Henri
perdu à la courte paille. il, a, il a perdu à la courte paille. Donc, il va jouer le rôle du contre, essayer d'aller chercher sur le plan intellectuel, sur le fond et sur la forme, les arguments en défaveur de cette négociation. Et moi, je vais aller chercher tous les arguments en faveur de la négociation. Donc, c'est un jeu de rôle. Donc, nous allons peut-être être perspicaces, parfois durs même comme il faut, parce que bien que nous nous aimons beaucoup, c'est vraiment la force de l'argumentation. Donc, c'est un jeu de rôle. En attendant que les autres copient, comme c'est leur habitude, mais tout ce qui est bien est à copier et on leur laisse également, comme on dit, on ne prend pas de copyright là-dessus. Hein, Henri? Et Oui, le réseau, ni c'est Henri, ni gratuit. moi ne conservons pas de copyright. Il est public, donc vous pouvez copier. Donc, Henri, j'étais un peu en train de faire une introduction. Tu auras également l'occasion d'en faire une. Oui, Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. oui. D'accord? Parfait. Alors, je l'amène. Donc, je disais donc que le sujet d'aujourd'hui, c'est entre dans le pourparler ou la négociation initiée par le gouvernement camerounais euh, Oui. pour entrer en discussion, en négociation avec les combattants qui, à mon sens, sont des terroristes du nord-ouest et du sud-ouest, bien Oui. qu'il y ait également une partie de la population qui sont dépassés par la douleur et les tueries qui règnent là-bas, menées Mhm. principalement par ces terroristes que je viens de nommer. Mhm. Alors, et nous allons également parler, bien sûr, de la balkanisation du Cameroun. Et c'est un terme qui Mhm. était fort que moi, je vais essayer de définir, enfin, déjà dans le contexte, là. La Mhm. balkanisation, c'est un terme qui a été utilisé il y a à peu près 100 ans, déjà par un Allemand, au sorti de la Première Guerre mondiale. Sauf si je me trompe, Henri me le dira, de la Première Guerre mondiale. Donc, le terme évoqué dans le grand journal, le New York Times à l'époque. Donc, mais sans bien sûr préciser quel en était non seulement l'objectif visé ou encore les sournoiseries qu'elle cachait. Donc, le terme va être popularisé ou bien politisé plus tard, donc après, après justement la Deuxième Guerre mondiale, quand il va falloir diviser l'URSS, l'ancienne Union soviétique, surtout après la mort Mhm. de Tito. J'oublie encore le nom de Mhm. famille. Alors, donc, à partir de cette période-là, donc, cette notion de terme Balkan, comme il a été évoqué, donc, et puis ici, comme je disais, on n'avait pas tenu compte, ou alors dans cet extrait-là, on ne parlait pas vraiment de la réalité ou de l'esprit de la balkanisation. Alors, ce mot va Mhm. donc prendre tout son sens au sorti, comme je disais, de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, c'est ça. Mhm. Donc, Oui. le rapprochement terminologique se rapproche donc rigoureusement à ce que nous pouvons observer au Cameroun actuellement. Donc, je fais ce rapprochement-là que nous pouvons observer au Cameroun où on semble vouloir absolument diviser les Camerounais entre eux, déjà avec le nord, le nord-ouest, le sud-ouest. Et il y a des acteurs qui se sont donc érigés en baobab de la destruction. Nous avons donc le chef de l'État qui a pris une résolution qui peut être aujourd'hui publicisée à cause de la sortie du ministre, comment il s'appelle? Pardon. Oh, pourtant, euh, bon, ça va me revenir. À Ouais, cause de c'est la pas grave. ouais, à cause de la sortie du ministre récemment, donc qui a permis de relancer le débat. Mais il faut dire que ce processus de négociation avait déjà été annoncé et entamé d'ailleurs avec une bonne partie des sécessionnistes, dont beaucoup ont déposé les armes et sont en cours de réhabilitation. Donc, c'est comme ça que je fais mon résumé avant qu'on entre dans le vif du sujet donc, qui concerne cette négociation à proprement parler. Oui, oui. Euh, euh, ce que je voulais dire au début, c'est que la difficulté dans cette situation est la difficulté des mots.
c'est-à-dire trouver des mots pour décrire la réalité que nous vivons. Je dis trouver des mots parce que quand on utilise les mots, ces mots doivent être le plus possible exacts. Aujourd'hui, nous avons affaire à ce que personne ne comprend. J'ai vu quelqu'un dans un direct qui expliquait qu'il était anglophone. D'ailleurs, j'aimerais que les anglophones interviennent dans nos directs, si possible. Et puis, j'ai envie de te demander finalement, Abdel Karim, il va intervenir ou alors il est déjà dans un direct? Je lui ai envoyé un message. Je n'ai Oui. pas eu de réponse. Donc, je ne sais pas. Et puis, je vais être confronté d'ailleurs à une autre difficulté parce que le deuxième téléphone, apparemment, c'est maintenant que je me rends compte que je ne l'ai pas apporté avec moi. Donc, ça va être difficile. Donc, je pense qu'on Ouais. on va jouer ça comme il faut, de question de Bah oui. garder la hauteur habituelle. Oui. Donc, en fait, je posais la question parce que je voulais lui laisser le privilège de parler de la charte de l'impérialisme, à la lumière de laquelle euh, ce qu'on appelle d'abord beaucoup de gens, parce que je publie sur la charte de l'impérialisme dans un écrit Facebook il y a peut-être 5 ans. Et j'ai vu M. Bandekane dans Afrique Média en parler. Je me souviens d'ailleurs que beaucoup de personnes lui avaient dit que c'était pas vrai. Je ne le connais pas personnellement, M. Bandekane, mais il en parlait et il a donné des précisions sur l'origine de cette charte. Et puis Abdel Karim est monté sur le cheval pour bien expliquer ça aux gens. C'est pour ça que je voulais lui laisser le privilège de continuer ses explications. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé s'il pouvait bien intervenir dans Ah oui, je dans pense qu'il a fait un excellent travail là-dessus, mais nous travaillons à peu près dans le même esprit. dans le Et, même esprit. mais tout à fait. C'est Abdelkarim, pour ça que d'ailleurs, je voulais je vous invite d'ailleurs à regarder également ces vidéos et à les partager. y Ce aller sont des partager. explications qui sont perspicaces et pertinentes pour les Personne. différents. Même si le mot D'ailleurs, lui qui m'appelait là, est balcon, parce que ça vient. c'est lui qui m'appelait, mais est-ce qu'il peut appeler chez toi? Est-ce qu'il peut tu peux lui donner un numéro sur lequel il t'appelle parce que j'ai un seul téléphone. Donc, Abdelkarim, est-ce que tu peux appeler Henri? Est-ce que tu as un deuxième téléphone à lui communiquer? Ah, ce que j'ai un deuxième téléphone, mais là, il faudrait que je me lève et que je lui donne le numéro de téléphone et que c'est compliqué. Ce Ah, qu'il d'accord. pourrait Je ne sais faire, pas c'est s'il me suit peut-être. parce qu'il me dit qu'il m'appelle tout à l'heure. Bon, ce qu'il pourrait faire, c'est peut-être d'essayer de m'appeler en Messenger, Oui, c'est ça. et en espérant que Parfait. Messenger va Abdelkarim, bien. si tu me suis, je ne sais pas si c'est que je suis en direct là parce qu'il me dit qu'il va m'écrire. Donc, Abdelkarim, si tu nous suis, n'hésite pas, appelle Henri via Messenger. Ça va nous faire On va, plaisir vraiment de partager ce on truc. verra si ça passe. OK, On je te verra si laisse ça poursuivre. passe. Bon, en fait, donc c'est ça, là, c'est à la lumière de ça, parce que ce que nous assistons, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que ce ne sont pas des actes qui viennent naïfs. Ce ne sont pas des actes naïfs. Là où nous en sommes là aujourd'hui, c'est pas naïf. Je me souviens, je publiais déjà à l'époque dans un blog Facebook, à l'époque de Boko Haram. Et Hollande est arrivé, François Hollande, ancien président de la France, est arrivé. Il a fait une visite en Afrique, dans un pays anglophone, le Nigeria. Goodluck Jonathan était chef d'État. Il a fait une visite chez Goodluck Jonathan, ce qui était un peu surprenant parce que c'est possible dans les relations. Il n'a pas fait de visite chez nous ou dans les pays francophones. Bon, moi, je n'en attendais pas. Mais ce qui est curieux, c'est que quelques mois après, Boko Haram attaque le nord du Cameroun. Quand je dis ça, je crois qu'il y en a qui se disent, mais de quoi il parle? Si vous ne mettez pas tout ça dans le même sujet, vous ne comprenez pas. Boko Haram attaque le nord du Cameroun. Nos forces de défense y sont allées le bire, on a défendu, et le chef de l'État a fait sa mission régalienne avec brio. On a entendu tout ce qui s'est dit. Hein. Je me souviens quand il déclarait la guerre à Boko Haram au perron de l'Élysée, qu'est-ce qu'ils n'ont pas écrit? Ces champions du fake news et du n'importe quoi. Bah non, il fallait pas annoncer là, il fallait être au Cameroun, c'est pas ça. Ils ont toujours quelque chose à redire. Et Boko Haram a fait des victimes, beaucoup au Nigeria, beaucoup.
Et on se demandait pourquoi l'armée nigérienne ne réagissait pas. Et l'armée camerounaise n'avait pas le droit de poursuivre Boko Haram sur le territoire nigérien. Il y a eu une élection présidentielle, on a eu Boiré. Ça s'est arrangé. Ah oui, mais là, il faut réfléchir, ça s'est arrangé. Pourquoi ça ne s'arrangeait pas autant de Goodluck Jonathan? Très bien. Et puis après, on a eu une tentative, une percée à l'est du Cameroun, avec la Séléka qui avait pris la République centrafricaine en quelques semaines, avec des soldats qui étaient à peine chaussés, qui avaient déstabilisé un État. On connaît les conséquences. On a vu l'armée française en République centrafricaine. On a vu le scandale des viols d'enfants en République centrafricaine. Aucun soldat de cette armée n'a jamais été jugé. On se souvient des intrusions, des tentatives d'intrusion de la Séléka à l'Est. Il y en a qui vont se dire, mais de quoi ils parlent? Nous sommes en train de parler de la crise anglophone. Et puis là, on a la crise anglophone. On l'appelle de façon pudique crise anglophone parce que les gens ne savent pas très bien comment l'appeler. La seule chose qu'on peut dire, c'est du terrorisme. Parce que dans la définition de terrorisme, c'est des gens d'un pays qui font des revendications politiques par la peur, par la terreur. C'est ça un terroriste, c'est quelqu'un qui fait des revendications politiques par la terreur, on peut dire ça. Ils n'ont pas terrorisé l'armée. Ils ont terrorisé les populations. Après, nous, parce que c'est en zone anglophone, nous disons, c'est les anglophones. Première chose qui est une erreur. Pourquoi on dit c'est la crise anglophone? S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, la seule chose, c'est que c'est en région anglophone. Si vous pouvez m'expliquer, expliquez-moi. Bon, il y a eu la même crise chez Boko Haram. On a dit c'était Boko Haram parce que Boko Haram venait du Nigeria. Donc, c'était donc des non-Camerounais, entre guillemets, parce qu'il y en a qui nous ont expliqué quand même qu'il y avait des Camerounais dedans et que ces Camerounais dedans faisaient faisaient des intrusions et parce qu'on leur donnait un peu d'argent. Très bien. Mais là, ce n'est pas un groupe armé extérieur. Ce sont des Camerounais. L'armée est-elle allée... J'ai encore entendu un anglophone dire aujourd'hui que l'armée camerounaise est allée tuer les gens. Quel mépris. Je ne sais pas comment on peut accepter. Si moi je fais un direct, oui, il y a la liberté d'expression, mais tout de même, un peu de pudeur. Un peu de pudeur. Quand vous savez le nombre de personnes qui sont mortes, vous croyez que ceux qui mouraient au fond de Boko Haram étaient tous nordistes? Je ne parle pas des civils morts, des enfants orphelins. Et comment peut-on dire que l'armée camerounaise tue? Au nom de quoi et avec quelle théorie on enverrait l'armée camerounaise tuer? Les faits sont là, il y a eu des tueries quelque part. Les policiers qui ne sont pas habilités à faire, à gérer des problèmes de personnes armées ont démissionné. La gendarmerie aussi a démissionné. On a envoyé l'armée dont le simple but est de s'interposer, de laisser donner la possibilité à ceux qui veulent vaquer à leur occupation de pouvoir le faire en paix. Comment quelqu'un peut dire que l'armée camerounaise tue? Oui, je pense que, Henri, je pense que nous entrons là dans le slogan de la guerre. Et comme on dit, pour motiver un certain nombre de points de vue ou alors pour motiver justement, pour justifier la terreur que certaines personnes vont causer aux populations, il faudrait bien qu'ils trouvent un motif, un motif Soit, ça veut donc dire que la personne qui prend cette parole publique sait ce qu'elle fait. Bien entendu, bien entendu. On sait que Ce n'est pas c'est voilà. Ce n'est donc pas une un anonyme. organisation bien Parce qu'il faut pas venir. parfaitement structurée. Voilà. En tout cas, la personne qui prend la parole publique, même dans un direct, qui vient dire l'armée tue, sait qu'il est en train de manipuler. Et là-bas, aujourd'hui, à l'Est, quand on a envoyé l'armée, ce n'était pas que des francophones. Et en région anglophone, ce n'est pas dans l'armée, il n'y a pas que des francophones. Le but de l'armée a été d'essayer de
de protéger ceux qui étaient agressés. Et officiellement, est-ce qu'on peut dire qui agressait et pourquoi? Tout ce qu'on a, c'est des rumeurs. On a vu des gens dans des réseaux sociaux publier des vidéos avec ambazoni, avec passeport ambazoni. Voilà. Mais matériellement, c'est quoi? C'est qui Oui, mais l'interlocuteur? Henri, je pense qu'en entrant dans la tête de ces gens-là, en fait, il y a, et je l'ai expliqué dans mes vidéos au tout début sur ma page de Sergio Bobson, où j'avais schématisé le mode opératoire de ces gens-là. C'est un mode opératoire avec des personnes organisées et structurées. On a Mhm, l'impression que ce sont des amateurs qui vont comme ça au pif ou ce sont des revendications légitimes, bien que non. Alors, ils sont organisés comment? Il y a une équipe qui se charge de la communication. On parle ici des mhm, oisifs aînés de cette république imaginaire. D'une mhm, part, il y en a qui ont participé à la campagne du candidat Camto. D'autre mhm. part, il y en a qui ont été mobilisés au début de la crise. Candidat Camto, qui n'a Oui. rien à voir avec la zone anglophone. Non, 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 je dis parce que je voudrais préciser la Non, non, pensée mais je ici. ne dis pas que tu as tort. Je veux que les gens écoutent Oui, oui, et soulignent. c'est ça. Ce sont les activistes qui ont participé à la campagne du professeur Maurice Kamto et qui se Mhm, sont retrouvés après les élections, ces périodes mhm. électorales, qui sont retrouvés en mode de sabotage, de salissage. On sait quels sont les Exactement. coups qu'ils ont montés pour que leur candidat garde le fanion. Donc, ils sont donc organisés sur une bande de communication, d'une part, de Mhm, ce groupe-là, qui va mhm, s'allier donc à ceux qui avaient espéré que la crise s'envenime, qui était de la partie mhm. anglophone, ceux qui avaient certains anglophones qui avaient des revendications à l'époque dites légitimes. Quand je dis légitimes ici, qui se parlait qui posaient des problèmes sociaux. Maintenant, Mhm. que ce soit sur le plan de l'éducation ou de la justice, moi j'appelle ça des revendications légitimes, jusque-là, parce qu'un peuple où chaque citoyen a le droit de réclamer ce qu'il veut au gouvernement et quitte au gouvernement d'y apporter une réponse. Alors, ces deux groupes-là, donc, Oui, oui, vont. oui. Je ne vais pas te couper, mais c'est une parenthèse nécessaire. À côté de la revendication légitime, les institutions ont mis en place des voies de revendication légitimes. Légitimes. Tout à fait, je suis Si d'accord. tu ne revendiques pas par ces voies-là, tes revendications ne sont plus légitimes. Légitime, oui, c'est ça. Non, non, non. Je vais dire, Je continue. C'est oui, pour ça qu'il y a des élections régionales. C'est pour ça qu'il y a des parlementaires qui représentent des populations locales au Parlement. C'est ça, c'est à ça que ça sert quand vous votez pour un député. tout à fait. Et il y a Et, un Parlement qui, si des parlementaires avaient porté des revendications au Parlement et que ces revendications n'avaient pas été écoutées, on se dirait, ah oui, ben d'accord, ils font des marches. Est-ce que tu te souviens d'une session parlementaire où des parlementaires, même d'une région, même minoritaire, ont porté des revendications au Parlement camerounais? non, parce que ce n'était pas des revendications qui émanaient du Parlement. Ici, ce sont des Voilà, mais revendications. c'est le but du Parlement. C'est pour ça qu'on a créé les institutions, parce que tout le monde ne peut pas parler. Tout C'est à pour fait. ça qu'on dit, quand tu as des revendications, mais il faut enseigner ça aux gens aussi pour que la démocratie se mette en œuvre. Si on Mais n'enseigne pas ça aux gens, la démocratie ne se mettra pas en œuvre. Continue. parce que justement, une fois que ces groupes-là, ces groupes, comme je veux dire, qui sont bien distincts, ces groupes d'enseignants, d'avocats et autres, qui faisaient une revendication pour leur corps professionnel, faisaient une revendication. Exactement. Par la suite, donc, il y a eu une récupération Mhm, de ces groupes-là, ceux qui à la fois mhm, faisaient la médiatisation sur la mhm, séparation et ceux qui avaient à cœur de porter leur gourou au pouvoir. On a donc ces deux camps-là qui vont se rallier dans une sorte de coalition mhm, médiatique. Par la suite, nous avons donc des groupes encore qui sont maintenant sur le terrain, qui, eux, vont prendre des armes, motivés par seulement une frange de cette population-là, c'est-à-dire ceux qui faisaient à la fois la propagande, qui étaient déjà activistes, qui sont devenus activistes, qui vont mobiliser des fonds pour acheter des armes
pour venir en aide ou alors en soutien aux terroristes qui sont sur le terrain. Voilà. À côté d'eux, on a donc déjà deux groupes. À côté d'eux, donc, vont se Faut-il retrouver. préciser aux gens que c'est illégal, hein? C'est illégal de porter des armes quand on n'est pas Ah, mais non, militaire. On n'a pas ça le c'est droit. clair. Je définis déjà les groupes tels qu'ils sont. Maintenant, nous avons donc certains leaders politiques qui n'ont pas eu le courage de donner clairement leur position, qui sont restés ambigus. Donc, leur ambiguïté a donné l'impression qu'ils pouvaient, à un moment donné, adhérer à cette révolte-là, et ce mouvement terroriste. Donc, ces deux entités-là qui vont donc se rallier, financées maintenant par certaines personnes, il y a une enquête en cours, certaines personnes, qui vont donc maintenant, comme je disais tantôt, qui vont se jumeler pour devenir une force. C'est pour cette raison que vous allez voir, au début, on parlait d'une part du hold-up électoral, l'autre parlait de séparation, de sécession. Ils ont donc commencé maintenant avec la campagne ou la campagne médiatique pour, humaniser, leurs actions. En faisant cette campagne médiatique qui a été houleuse, qui a fait couler beaucoup à travers des fake news, des vidéomontages et tout, et j'en passe, puisqu'on va rentrer peut-être en profondeur plus tard, ces vidéomontages-là, et ils ont utilisé également une chose qui est très importante, que beaucoup de gens ignorent. Ils ont utilisé les uns tous les contacts qu'ils pouvaient avoir, que ce soit même pas seulement des contacts, des députés de leur région, les sénateurs des villes où ils vivent, qu'ils ont bombardé et assailli de lettres, de photos, de leurs photomontages et d'informations erronées. Ils les ont bombardés. Question de faire en sorte qu'il y ait une réaction, ne serait-ce que de 2, 3 ou 4 à travers différents pays, parce qu'à un certain moment, il y en a qui vont être émus en regardant un certain nombre de photos. Je pense que je l'aurais également été. Donc, ça vient faire en sorte que c'est venu donner un petit pouce. Ils ont donc on va s'arrêter un petit instant là aussi pour donner une petite leçon aux députés, même quand ils sont européens. Dans un parlement, quand un député reçoit des informations de ce genre, il demande une commission pour aller faire une enquête sur place. Il ne reste pas assis dans son fauteuil au départ des informations dont il n'a pas la certitude de la provenance pour faire des lettres dans un État. Qu'ils apprennent leur leçon. C'est pour ça Voilà. que j'ai appelé ça. Je sais qu'en France, les députés, quand il y a des réalités, ils demandent des enquêtes et des commissions d'enquête. On ne va pas s'asseoir parce que c'est un petit pays africain et puis il y a des gens qui s'asseyent et écrivent n'importe quoi. En plus, ils sont appuyés sur une députée. Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible, Henri. C'est inadmissible. C'est pour ça que j'ai appelé ça leur réseau de contact, leur relation. Exactement. Parce qu'en réalité, ils se sont rapprochés des gens qui pouvaient prendre le risque de faire des discours comme on a écouté certains le faire, sans aucune teneur, sans aucune diplomatie, sans aucun respect, parce que ayant des affinités avec certains Camerounais qui finalement écrivent carrément leurs discours. Donc, le manque de professionnalisme de certains eurodéputés et même de certains députés de certains pays est quelque chose à souligner, mais qui fait partie justement de cet esprit de balkanisation du Cameroun, parce qu'ils l'ont déjà fait avec certains pays, d'autres pays africains. Donc, c'est ça l'esprit. Donc, une fois qu'on prend tous ces ingrédients, qu'on met ensemble, on voit donc un groupuscule de personnes, de néocolons, qui sont restés à l'Antiquité et qui veulent appliquer ces méthodes-là, c'est-à-dire dans le temps moderne. Et pour cela, ils ont besoin de justifications. Ces justifications-là leur étaient données quand on voit donc à quel moment Boko Haram attaque le Cameroun. Il faut dire que Boko Haram, avant qu'il ne s'appelle Boko Haram, il y avait déjà un groupe au Nigeria qu'on appelait un groupe qui se battait pour la préservation des ressources minières. On annonçait déjà Boko Haram au Cameroun avant que Boko Haram n'ait mis le pied au Cameroun. Je me rappelle un journal de France 24 qui annonçait déjà Boko Haram au Cameroun avant de se rétracter, je pense dans le même journal, pour dire que non, ce n'est pas le Cameroun, c'est le Nigeria. Moi, ça m'a laissé croire qu'il y a quelque chose qui était prévu, mais une anticipation s'est faite. Donc, c'est cet état d'esprit-là qui fait en sorte que la démarche que le gouvernement emploie aujourd'hui vient mettre toutes ces personnes-là, de mon point de vue, en déroute parce que
il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fort et que ce soit aussi médiatisé et que la population accueille cet esprit ou bien cette proposition de négociation avec autant d'engouement. Mhm. Oui, donc, si tu as vu au début, j'ai quand même voulu éclairer les gens sur des choses parce que j'estime qu'entre nous, on se connaît. Mais quand on parle très souvent, les gens ne sont pas éclairés. Ils pensent que le rapport d'un Parlement européen est légitime. Non, un Parlement, même si c'est dans un autre pays, même si c'est dans son propre pays, avant de savoir pour prendre des rapports, on fait des enquêtes. On reste pas là avec deux, trois lettres qui sont de surcroît des fake news. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous présentent des excuses parce que c'était des fake news. Et enfin, voilà, il y a déjà eu beaucoup de cas d'ailleurs où des ministres ou des parlementaires vont dans le pays d'origine vérifier. Je vais citer ici un ministre belge qui était ancien ministre des Relations extérieures quand il y a eu un accroissement des demandes de réfugiés politiques au Cameroun. Et allez voir, parce qu'il y a eu un moment où ici, où il y avait une explosion des demandes des réfugiés politiques pour homosexualité. On dit, ben non, si on regarde les statistiques, ça veut dire que ce serait carrément une population à 99% homosexuelle. Madame, le ministre, qui est ancien ministre des Relations extérieures ici, est allée. Elle est revenue au Parlement belge. Elle a dit, mais moi, je n'ai pas trouvé tout ça. J'ai trouvé un pays démocratique. Allez regarder dans les journaux. Et on l'a convoquée au Parlement belge pour s'expliquer. Elle n'avait pas le droit de dire que le pays était démocratique. Vous pouvez vérifier, hein, donc c'était dans les journaux. Elle est allée spécialement. Elle a dit, mais moi, je n'ai pas trouvé tout ça. Moi, j'ai même trouvé les homosexuels dans les rues là-bas. Alors, si vous me dites qu'ils sont, ils sont discriminés, Marginalisé. moi, voilà. Mais nous, Oui, on sait qu'ils viennent chercher les papiers et que c'est d'ailleurs très, très souvent pas de véritables homosexuels. Enfin, voilà, très bien. Ça, c'est un détail. Mais je veux dire que ça, c'est le comportement normal d'un parlementaire ou d'un ministre. C'est-à-dire que même si tu as des informations, tu vas les vérifier. Et le ministre belge, un ministre flamand d'ailleurs, l'a fait. Elle a fait son boulot et elle allait voir sur place. Voilà. Et c'est ce il que y en le a qui sont Parlement. professionnels, Henri. Henri, des professionnels, il y en a partout. C'est comme en mécanique, il y en a qui sont de bons mécaniciens, consciencieux, soucieux du fait qu'ils doivent s'occuper du bien d'autrui. Et de même, Mhm. vous aurez des médecins qui sont consciencieux et soucieux, ayant une éthique. Du même, il y a des Mhm. politiciens qui le sont et il y en a dans toutes ces catégories de corps professionnels, même dans nos différents métiers, il y en a qui le font avec légèreté, comme s'il s'agissait du travail d'un autre. Donc, il y a également des Mhm. parlementaires qui sont des paresseux et qui utilisent des raccourcis de relations pour plaire à tel ou tel autre ou Voilà. qui attendent d'être achetés carrément parce que lorsqu'on a des relations intimes avec un individu et qu'on se laisse écrire son discours pour le présenter, pour le lire, pour en faire lecture, une lecture publique, on se dit qu'il y a un problème. C'est ça qu'on appelle la corruption. Elle n'est pas seulement Exactement. monétaire, elle peut être physique, elle peut être morale. Et même une Exactement. relation privilégiée, c'est un conflit d'intérêts. Si nous avons une relation privilégiée et que je dois défendre ton point de vue en public, à partir de ce moment-là, si c'est ma fonction, si j'ai une vocation de parlementaire ou une fonction de judiciaire, ça devient un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêt. C'est clair. Au départ, il fallait que, en guise d'éditorial, qu'on fasse un peu la lumière sur tout ça du point de vue même des principes. Nous évitons toujours de parler des principes. Or, si vous, comme je dis souvent, on ne peut pas discuter ex nihilo. On ne peut pas discuter sans base, sans support. Nous avons des États qui ont un État camerounais qui est un État-nation. Un État-nation, ça a des règles, ça a des institutions. Il y a des façons dont on revendique ses droits. Bon, maintenant, quand quelqu'un marche, parce que la revendication des droits n'a pas été faite, on comprend. D'ailleurs, les marches ont un but, c'est le but de médiatiser sa revendication. Les marches n'ont pas pour but les casses. C'est juste pour dire, ben, là, et ça, c'est ce qu'on appelle des marches légitimes et légales. Donc, très bien. On en arrive alors au problème aujourd'hui, c'est-à-dire parler de la position du gouvernement camerounais vis-à-vis de ces gens que moi j'ai du mal à nommer. Pourquoi? Je voulais d'abord qu'on comprenne même la notion de balkanisation et la notion de balkanisation, et c'est pour ça que je demande souvent
aux personnes de lire d'abord la charte de l'impérialisme. Et pour savoir que la balkanisation est dans le cœur même de toute forme de politique des impérialistes dans les pays du tiers-monde. C'est dans le cœur. Donc, c'est quoi la charte de l'impérialisme? Je vais me répéter parce que beaucoup en ont entendu parler. C'est un document qui avait été créé pendant l'esclavage et les périodes de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc, en 1885, 1885, c'est la date qui doit intéresser tous les Camerounais, parce qu'en 1885, les impérialistes vont se partager l'Afrique et même le monde. C'est en 1885. Ça veut dire qu'en fait, ce moment, nous allons appartenir à d'autres pays. Nous sommes vers la fin de l'esclavage, le début de la colonisation. Et pendant ce début de la colonisation, les Occidentaux veulent rester les maîtres du monde. C'est très important parce que beaucoup de gens ne savent pas que ce qui est au Cameroun aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque le Grand Congo, beaucoup de gens ne le savent pas, comportait le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo, la RDCA. C'est tout ce vaste territoire-là qu'on appelait le Grand Congo. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on vous dit que les Douala viennent du Congo pour s'approcher au Vouri, il faut bien savoir que ce n'est pas le Congo comme vous l'imaginez. Ce qu'on appelait Grand Congo, c'est tout ça. Ça, c'est une parenthèse. Dès qu'on a fini de faire cette parenthèse, ils vont donc séparer. Et les pays vont appartenir à certains États. Le Cameroun va être un territoire qui appartient à l'Allemagne. Et le Togo aussi. D'autres territoires comme la République démocratique du Congo va appartenir au roi des Belges. Je dis bien au roi des Belges, à un homme, même pas à la Belgique. C'est après que le roi des Belges l'a cédé à la Belgique. C'est une particularité. Je te laisse finir, je reviens une minute. OK. Va céder à la Belgique. Et après, il va y avoir d'autres territoires qui vont appartenir à d'autres pays. Ceci dit, pendant donc cette conférence de Berlin de 1885, et on va donc y négocier en secret ce qu'on va appeler la charte de l'impérialisme. Cette charte de l'impérialisme, vous pouvez voir son document officiel, authentique en Belgique, dans le musée qu'on appelle le musée de Tervuren. D'ailleurs, nous allons mettre ce document sur notre page. Je pense que c'est important. C'est important de le faire, oui. Et le musée de Tervuren, c'est en Belgique, c'est à côté de Bruxelles. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, bon, on dit que c'est une ville du Brabant flamand, parce que la Belgique est faite de flamands et de wallons. Enfin, pour l'histoire, il faut savoir que la Belgique aussi a appartenu à la France pendant la France de Napoléon. Bon, ça, c'est des détails. Donc, il y a une partie de la Belgique qui est de souche linguistique française et une autre partie de la Belgique qui est de souche linguistique le néerlandophone, c'est-à-dire une sorte de hollandais qu'on appelle le néerlandais, et une autre partie de la Belgique qui est de source germanique. La Belgique est faite donc de 3 formes linguistiques. Alors, les problèmes linguistiques, je peux vous en parler. Je peux vous en parler parce que je les connais. Bon, la Belgique est justement un royaume qui est fait de 3 peuples et de 3 langues. Il y a la partie germanique qui est à la frontière de l'Allemagne, et très très petite dont on parle peu, la partie francophone et la partie néerlandophone. Donc c'est un très petit pays, hein, Tervuren, c'est à quelques minutes de Bruxelles, mais c'est ce qu'on appelle le Brabant flamand, parce que c'est une ville où on y parle flamand, la majorité des habitants sont néerlandophones. Eux, ils n'ont pas réglé le problème du multilinguisme comme nous. Eux, au sein de leur pays, il y a des zones francophones, il y a des zones anglophones. C'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, on dit quel est votre statut de langue.
Et dans certaines régions, le statut de la langue officielle, c'est le français. Dans certaines régions, le statut de la langue officielle, c'est le néerlandais. C'est une façon de... Nous, on a pris les deux comme langue officielle, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'exprimer. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Et je peux vous dire que les problèmes linguistiques en Belgique, ceux qui veulent mettre le doigt dedans, je peux vous dire que depuis 100 ans, les Belges n'ont jamais trouvé une solution à ce problème. Je vous dis le problème qui vous semble banal là. Depuis un siècle, les problèmes, les Belges, à chaque élection, le problème linguistique se repose sur la table. Je dis se repose sur la table. Je dis bien chaque élection. Et vous vous souvenez qu'on a fait 2 ans sans gouvernement. Oui, je reviens. Hein. Continue, je reviens, je prends mes clés. On a fait 2 ans sans gouvernement en Belgique. C'est un problème de langue. Et actuellement, d'ailleurs, il y a un gouvernement qui gère les affaires courantes en attendant les élections. Encore un problème de langue. Donc, le problème de langue dans lequel vous voulez mettre le doigt là, c'est un problème dont vous n'imaginez même pas la complexité. Et je vous dis tout de suite, quand vous allez mettre le doigt dedans, vous risquez de ne plus en sortir. Parce que je parle bien, il y a 100 ans en Belgique et on n'a pas pu trouver le... C'est la musique de qui? Voilà, très bien. J'ai eu une musique qui est passée de façon par inadvertance. Je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent. Très bien. Donc ça, c'est le problème. Donc, on a alors eu ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme avec, je vais juste vous lire quelques articles. Alors, cette charte existe au musée de Tervuren, en Belgique. Alors, l'article premier dit devise de l'impérialisme, 2 points. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Point virgule. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. J'espère que tout le monde comprend. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. C'est les impérialistes qui le négocient pendant la conférence de Berlin. Et nous sommes un pays du tiers-monde. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Oui, mais J'ai voulu lire quelques-uns très très vite parce que là, on parle de frontières. OK. On parle de frontières, on parle de la balkanisation de chez nous. Et on parle des politiques qui ont toujours existé en Afrique. Je rappelle en passant, les gens vont me dire, ça s'est fait en 1885. Je rappelle à tout le monde, c'est pas seulement l'esprit. Le même article s'est renégocié en secret à la conférence de Yalta en 1945. Il faut que les gens le comprennent. J'y parle bien de la conférence de Yalta en 1945 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ce que vous voyez en Afrique là, pourquoi la balkanisation est nécessaire? La balkanisation est nécessaire parce qu'elle permet de nous diviser et de nous rendre faibles. Si on se réunit, on est fort. Mais ça, c'est ce que là où je voulais arriver. Pourtant juste pour surenchérir, parce que là, on n'a vraiment pas le choix, on se rend compte que l'Europe fait des efforts, fait tout ce qui est en leur pouvoir pour s'unir. Mais chez nous, ils n'hésitent pas, à la moindre occasion, de trouver un moyen de nous diviser. Soi-disant, pour amener la paix entre 2 peuples qui se déchireraient. Donc, mais c'est écrit. L'esprit, donc, est de créer des guerres entre des peuples, c'est-à-dire sous-tendre à une division, à des tensions, et proposer une séparation comme étant la seule alternative. Donc, alors que lorsque les mêmes Européens, même à l'intérieur, le cas de la Belgique l'illustre bien, où il y a des divisions
interne entre des peuples ayant des cultures ou une histoire différente, Oui. ben, aucun autre État, que fût-il européen ou américain, ne propose la séparation du pays comme étant une solution. Avant même d'y arriver, avez-vous déjà entendu qu'un Flamand a pris les armes contre un francophone? Avez-vous déjà entendu qu'un Flamand a pris des armes contre des Flamands? Avez-vous déjà entendu qu'un francophone a pris des armes contre des néerlandophones? Avez-vous déjà entendu qu'un germanophone au Luxembourg, parce qu'il y a en Belgique ce qu'on appelle aussi la province du Luxembourg, hein, à ne pas confondre avec le pays Luxembourg. Et cette province du Luxembourg belge est limitrophe au pays Luxembourg. On les appelle donc les Belges luxembourgeois, parce que la Belgique est petite, les gens ne savent pas. Ouais, C'est donc Stéphane, des personnes. il y a Stéphane qui dit, mon frère, c'est chaud. L'ONU risque de nous sanctionner. L'Union européenne et les États-Unis nous ont fait des rapports très négatifs. On va y arriver. Un peu de patience. Oui, oui, je veux dire que, bon, là, dis-lui que ça devrait, il dit, il risque de nous sanctionner. S'il était quelqu'un soucieux de sa liberté, il devrait dire, je ne l'accepte pas. C'est ça qu'on attend d'un être humain qui s'accepte comme C'est pour être cette, à part c'est pour entière, cette raison que nous faisons ce travail de sensibilisation pour que de les gens comprennent sensibilisation. la souche, pour que les gens comprennent la souche de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas maintenant que ça commence. C'est une Pas méthode maintenant. qui a toujours existé et qui visiblement fonctionne. Quand je dis Mais ça, elle fonctionne pour celui qui est l'instigateur. Ça fonctionne. c'est Il faut mais donc bien à un sûr, moment donné que les Camerounais se mettent debout et disent ça suffit et encouragent les initiatives qui sont prises dans ce sens-là. Je pense que c'est de ça exactement, qu'il est question. exactement. Ceci étant, pourquoi est-ce qu'on lit là? Il y a un Américain qui avait dit, blanc, quand tu veux cacher quelque chose à un noir, écris-le, Parce qu'ils ne lisent pas. parce Nous qu'ils ne ne lisent lisons pas. pas. Nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. C'est pour ça qu'on le dit. Ils avaient juste oublié cet Américain à l'époque que, ben, on aura des vidéos. Même si on ne lit pas, on pourra avoir des vidéos. C'est l'avantage. Et ceux qui lisent peuvent expliquer. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens prennent conscience. Et quand vous voyez toute l'Afrique, je dis tous les pays d'Afrique, vous avez vu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo? Vous avez vu ce qui s'est passé en RCA à côté de nous? Des guerres entre chrétiens et musulmans. Explique-moi ce que les Bantous ont à y voir. Et vous avez vu ce qui s'est passé, c'est actuellement au Ghana, hein, au Togo. Au Togo. Les anciens Togolais qui sont partis ont été repris par le Ghana parce que, comme au Cameroun, ben, les Britanniques estimaient que le Togo est trop grand et ils ont demandé une partie du Togo qui a été rejoint au Ghana. Maintenant, ces anciens-là qui étaient britanniques et qu'on a forcés à être anglophones veulent un Togoland. Alors, si on me dit que pourquoi eux qui ont été formés et qui sont restés britanniques veulent le Togoland? Ben, il me semblait que, d'après ce qu'on entend, le système britannique serait bien. Mais le Togoland, c'est les Britanniques. Oui, et puis ça m'inspire. Je m'arrête toujours un peu parce que je leur laisse le temps de réfléchir. Parce que quand on dit un système est bien ou pas bien, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de système bien ou pas bien. C'est nous qui sommes bien ou pas bien. Et quand j'entends les débats dessus, j'entends les débats puérils du genre les routes. Ah oui, les routes ne sont pas bonnes. Attends, moi j'appelle ça du puéril. Les routes ne sont pas bonnes, c'est un problème interne. C'est à S'il vous nous de plaît, lutter dites-moi contre ça. combien de partages nous sommes déjà là pendant qu'Henri parle. Le nombre de partages, parce qu'il faudrait qu'on doit être au moins au triple de partage du nombre de personnes qui regardent. Donc, que quelqu'un m'indique le nombre de partages, s'il vous plaît. Oui. Et il faudrait qu'on s'organise pour que certains de notre team le fassent. Non, non, il y en a Pour, qui sont en train de le faire, ils vont me le dire. C'est pour ça, ok, d'accord. c'est l'équipe qui est en train d'être faite, oui. Ok, Donc, d'accord. parce qu'en fait, il y a vraiment, et ce que tu dis est pertinent, il y a vraiment une absurdité. Pendant que nous sommes en train de parler, par exemple, des problèmes de vie, les problèmes de complot, Voilà. où les D'accord. gens viennent nous parler des détails, les détails de la vie de tous les jours, De tous qui les jours. concernent plus la façon de faire ou l'amour que les uns ou les uns n'ont pas. Voilà. Dans un problème de fond, il De faudrait que fond. les gens, parfois, se penchent sur le fond plutôt que de se pencher Parce que sur quand je la vois forme. quelqu'un dans un direct en train de dire, mais j'étais à Yaoundé, il y avait des trous dans les routes, je me dis, mais il parle de quoi? Est-ce qu'il comprend ce dont on parle?
Non, ils ne comprennent pas l'enjeu. Ils ne Ils comprennent pas comprennent même pas l'enjeu. l'enjeu. Tu es découragé, tes bras tombent. Tu te dis, si toi, tu viens me Donc, parler des trous ou du manque des routes, ça veut dire que tu ne comprends même pas de quoi on parle. Qu'il y ait oui, des trous, qu'il y ait des manques de routes, qu'il y ait des... s'il vous plaît, tout le monde refait un partage. S'il vous plaît, tout le monde refait un partage. Envoyez dans vos différents groupes. Parce que 87, il y a 71 personnes. C'est pas normal. Alors, donc, doublez les partages. N'envoyez pas seulement dans les bulles. Envoyez dans vos différentes pages et dans les différents groupes auxquels vous êtes. Renvoyez-les. Parce que 87 partages sur 78 personnes en ligne, ça veut dire que c'est pas assez. Donc, Ok. cette absurdité-là, je l'ai remarqué dans la vidéo de ces aigris haineux de cette révolution Mhm. imaginaire. Parce que c'est des gens qui ont poussé la haine à un tel point que il est, il est impossible de se mettre à leur place. Ça veut dire que même en voulant faire exprès ou être sciemment méchant, on n'arrive pas à ce point-là. Parce que tu te rends compte, dans les différents plans de résistance qu'ils avaient, on va peut-être parler du plan de résistance de ce monsieur de Patringana, et puis on va Mhm. également évoquer le plan de contre-résistance, comment répondre à ce genre de résistance banale qui avait Mhm. été évoqué par un actuellement cardinal. Alors, pour revenir à ça, ils ont mobilisé toutes leurs ressources sur le dénigrement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de substance. Ils ont mobilisé toutes les ressources sur le dénigrement. Le dénigrement du président de la République, d'abord. Puisqu'il ne répondait pas, ils ont poussé le bouchon vers le dénigrement des autres leaders politiques. Mhm. Puisqu'il ne répondait pas, ils ont poussé le bouchon sur le dénigrement du Cameroun. Mhm. Et là, ils ont donc vu naître une force de sympathie en l'égard de toutes les personnes qu'ils ont Essayer de essayé salir. de vilipender ou de discréditer. Et je pense que c'est en cela que notre rôle de sensibilisation et d'éducation est primordial pour que les citoyens lambda qui écoutent ces fake news ne les prennent pas pour des informations. Parce que Facebook n'est pas un journal officiel. Quand bien même c'est le serait, parfois prenez la peine de vérifier les sources qui ont été utilisées si elles sont citées autant pour moi. Donc ça, c'est Oui, en important effet. dans Ah le oui, en comportement. effet. C'est pour ça qu'on le fait, pour essayer d'ailleurs de... Moi, je dis toujours qu'il faut commencer par se créer des préalables. Prerequisites, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter au hasard. Je veux dire que, bon, quelqu'un vient avec des fake news. Ah ben, le Parlement a dit, ah, truc, il y a une réunion du Conseil de sécurité, mais c'est quand même loufoque. Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un Conseil de sécurité qui se Mais il y en réunit? a qui, Ah, mais il y en a Harry, qui... c'est ça qui me dépasse. Il y en a qui pensent vraiment qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité. Mais il y en a vraiment qui y croient. Je n'en reviens pas. C'est du lourd là pour aller à faire ce genre de choses. Il faut que quand un chef d'État prenne les choses en main et qu'il aille devant on le croire même c'est déjà de la naïveté. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est justement qu'on a beaucoup de gens ne sont pas assez au fait de la chose. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que, bon, voilà, surtout quand nous sommes en train d'aller vers la fête de l'unité, il est important qu'on recadre un peu les choses et on se dise, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que l'idée, comme on l'a dit, que l'idée de faire des rassemblements comme le réseau des patriotes le fait, où on se rencontre à l'orée de la fête de l'unité, éventuellement à l'ambassade, est une idée qui va permettre de faire revivre le lien. Parce que moi, je pense qu'il faut le faire revivre, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens se mélangent, il faut que les gens Se reconnectent se avec leur patrie. reconnectent. Et pour se reconnaître avec des patries, une patrie, c'est un territoire, mais des hommes dont les gens doivent se reconnecter ensemble. Les gens doivent avoir envie de reconstruire le chez eux. Je me souviens à la sortie de mes études, un camarade italien d'origine, un blanc, m'a dit, moi je ne suis pas raciste et je le connais bien pour savoir qu'il était très loin d'être raciste. J'ai des raisons personnelles de le penser. Parce que je l'ai observé longtemps et voilà. Donc, nous, on est noirs, on se reconnaît un raciste viscéral, même quand il te dit bonjour mon ami. On reconnaît celui qui ne l'est pas. Et il m'a dit, je ne suis pas raciste. Et il y a un truc que je ne comprends pas. Beaucoup d'Africains
ne veulent pas construire le chez eux et ils viennent rester, ils veulent profiter de ce que les autres ont construit. C'est là où j'ai pris conscience du fait qu'on doit construire le chez nous. Et c'est là où j'ai commencé à me demander pourquoi ce n'est pas construit chez nous. Et c'est là où j'ai commencé à me dire oui, où sont les limites? Et là où j'ai commencé à mettre mon nez dans l'économie, dans la politique, dans les finances pour comprendre où sont les ratés. Et quand tu comprends ces ratés, tu peux dire je vais chez moi le construire. On doit comprendre que on doit reconstruire le chez nous. Et pire quand on s'aperçoit que c'est des pays riches mais qui ne demandent qu'à être reconstruits. Je dis bien les pays riches potentiellement. Et pour construire ces pays riches, il ne suffit pas de dire je vais les reconstruire. Il faut que les gens comprennent que cette richesse est une richesse au sous-sol. Et parce que c'est une richesse au sous-sol, elle doit être exploitée. Et parce qu'elle doit être exploitée, il faut des financements. Et parce qu'il faut des financements, il est clair que ben, c'est nous qui devons aller le faire. Et c'est là où on doit être vigilant, très Mais vigilant. Henri, moi j'ai envie de dire une chose. Est-ce que d'ailleurs cette exode, non, cette immigration massive, est-ce que ça ne rentre pas également dans le plan du colon, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire? Je Bien m'explique. sûr. Je m'explique parce que on a tendance à appauvrir l'Afrique pour que la jeunesse africaine euh, forte, forte, décide par elle-même de migrer vers l'Occident pour continuer à développer l'Occident. Souvenons-nous à l'époque de l'esclavage, lorsque l'esclavagiste ou les pays esclavagistes arrivaient en Afrique, c'était pour prendre des hommes forts. On les prenait par la force. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de prendre ces hommes forts par la force parce que les sauveurs brillants, du fait de manque d'opportunités pour les uns ou alors la paresse pour Ah, les autres, attends. Là, attends. C'est un argument que je ne veux plus entendre. Manque d'opportunités. Allons les créer, les mais oui, opportunités. mais Tu peux parce que, continuer. Henri, Tu peux pourquoi je le continuer. dis? Parce que quand je dis un Et manque je me mets dedans, d'opportunité, hein, je me mets dedans, hein, je me oui, mets oui, dedans. non, mais bien sûr, Henri, quand je dis un manque d'opportunité, parce qu'à partir du moment où les opportunités sont voilées, sont fermées, ou alors, dans certains cas, seulement à une caste, on a l'impression que ce sont les fils des mêmes, les fils de tel ou de tel, les grandes familles, qui, à un moment donné, on a l'impression que ce sont eux qui s'arrogent les grands postes. Je dis bien impression, pour préciser. Voilà. Je Je, m'arrête encore là. Attends, je te fais une parenthèse. Parce que moi, j'aime toujours souligner ce que tu dis. C'est pour ça que je fais la parenthèse. Pour c'est qu'on important. capte bien. Tu as dit quelque chose. On a l'impression que c'est les mêmes qui s'arrogent les postes. Tu sais, toutes les crises au Cameroun prennent leur fondement là. La majorité des gars qui suivent Camto ont l'impression que c'est les mêmes. La majorité des gars que tu vois là, les anglophones, ont l'impression que c'est les mêmes. La majorité des gens qui, parce que vous allez même en pays chez les petits, les gens qui ont voté contre ce qu'ils appellent le régime, parce que la notion de régime au Cameroun est une notion floue, parce qu'il n'y a pas de régime au Cameroun. Non, il n'y a pas de régime, mais c'est le Il n'y a pas de terme qu'ils régime vont au Cameroun. toujours employer C'est le terme pour qu'ils vont justement que employer. ça rentre dans l'esprit des gens. Et ils n'emploient pas ça au hasard. Non, non, pas au hasard, pas du tout. C'est pour ça que je n'entends Souvenez-vous, jamais ce terme-là. souvenez-vous, George W. Bush en train de dire le régime de Saddam Hussein. Mais c'est comme ça qu'on Souvenez-vous, appelle, c'est comme ça qu'on voilà, appelle une potentielle victime. C'est le voilà, terme que les journalistes occidentaux donnent aux potentielles victimes de ces gouvernements les impérialistes. politiciens. Les politiciens, puisque les journalistes ne sont que les relais de ce que leurs politiciens veulent. D'ailleurs, la majorité de leurs journaux appartiennent à des politiciens, à des financiers. Très bien. Bolloré détient des chaînes de journaux, de médias en France. Bon, je passe. C'est comme ça qu'ils ont appelé Kadhafi. Non, les Libyens, c'est pas mauvais. La Libye, c'est pas mauvais. Mais le régime de Kadhafi est mauvais. L'Irak, c'est pas mauvais. Les Irakiens sont bons. Mais le régime de Saddam Hussein est mauvais. Quand on utilise ces mots, il faut savoir où on allait les chercher et ce qu'on va en faire. Là, on commence à dire, il y a quel régime au Cameroun? Dans le gouvernement de M. Biya, il y a toutes les ethnies du Cameroun. Mais ce qui s'est passé, justement, c'est que les gens ont l'impression qu'une partie se sont appropriés tous les postes. Et moi, je vais percer l'abcès. Nous, Camerounais, quand le colon est parti,
on a commencé à nous comporter vis-à-vis des nôtres comme des blancs à la peau noire. Mais c'est... Arrêtons de se raconter n'importe quoi. Vous allez en plein Yaoundé aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui est ministre, il va dans son village, il va chercher le fils de sa sœur qui est au village, il apprend, il en fait une bonne. Il va mais, chercher le fils de son oncle au village, il en prend, il a fait un boy sous prétexte que lui, il est en ville. Je dis bien le fils de son propre frère. Qu'est-ce qui se passe? Toute une génération a vécu dans la haine. Et c'est cette haine qui s'exprime sous le fait de revendication. Mais ce que tu dis est pertinent. Il y a effectivement des personnes qui sont réputées être parfois les flambeaux des familles. Dieu merci, je n'en ai pas dans la mienne. Mais par contre, qui vont prendre, utiliser parfois des orphelins de leur propre famille, c'est-à-dire des nièces orphelins, mais qui vont les traiter comme étant des esclaves. Il y en a qui vont les faire tuer au travail, les faire miroiter des opportunités et parfois, même lorsqu'ils ont la possibilité de les placer quelque part, ne le font pas. Ils ne le font pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Moi, je suis un petit, je peux te dire que quand je vais dans un ministère ou que je vais chercher, si je vois un Bamileke, je suis heureux. Dès que je vois un petit, tu sais que le mec va se... Attendez, moi, je risque de parler là. Hein. Mais nous sommes dans une situation où à un certain moment, il faut que le malaise, que les gens comprennent que le malaise se trouve partout. Même au sein des familles, moi je connais des gars bêtis qui ont des difficultés au Cameroun. Ils sont légion. Mais ils ont plein. Ils sont plein. Alors, moi je dis, alors, ces choses-là, alors, ils ont créé ce sentiment selon lequel certaines personnes se sont appropriées. Alors, toi, tu es dans ton village natal, tu vas voir le mec, le fils de ton oncle qui vient avec la voiture, CA et tout, en vacances, il est bien habillé. C'est des trucs petits. C'est ce que j'appelle des trucs juvéniles, puérils. Ils vont te donner les vêtements, les petits trucs de tape à l'œil. Ils te les donnent en public. Ils les donnent en public que tout le monde voit, comme s'ils s'occupaient de toi. Alors qu'en réalité, quand il y a un véritable problème, ils ne sont pas là pour réagir. Ils ne sont pas là. Et essaie alors de dire que tu vas aller à l'école chez lui. Dès que tu arrives à Yaoundé, on te met dans un établissement poubelle et les pauvres enfants sont dans un établissement normal. Moi, je n'ai rien contre. Mais à ce moment, alors, tu dis à ton oncle au village, écoute, voilà ce que je vais faire en pratique parce que je ne peux pas. Mais alors, le problème, c'est que tu ne peux pas. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas la maturité d'un adulte. Les enfants qui vivent ça, et le problème, c'est que beaucoup d'enfants ont vécu ces situations, donc ont l'impression qu'ils n'ont pas, il n'y a pas il y a pas l'ascenseur qui leur permette, et ils ont développé l'esprit de revenge. Donc bon, je vais aussi me revenger, je vais me venger par rapport à la vie. Mais cette rage-là, Henri, cette rage qu'on découvre même chez certains jeunes qui réussissent à avoir des opportunités, mais on a l'impression qu'une fois que même certains jeunes de la nouvelle génération, ça veut dire, une fois qu'ils ont des opportunités, on a l'impression qu'ils changent. Et c'est d'ailleurs d'où l'adage qui dit que l'eau lave et l'argent rend propre. On dirait qu'ils oublient d'où ils viennent et oublient totalement qu'ils peuvent apporter une solution ou être un support à d'autres qui peuvent avoir besoin. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui est responsable de cette perte d'humanité africaine qui était pourtant une empreinte chez nous? Voilà. Il y a deux choses qui se sont passées. C'est que nous ne sommes pas un pays industrialisé contrairement aux autres pays. Dans tous les autres pays, on peut se battre dans la fonction privée. On va à l'école pour aller travailler dans la fonction privée. Chez nous, malheureusement, ça n'a été que la fonction publique. Et aujourd'hui, nous avons le plus grand employeur qui est l'État, ce qui est une aberration. Parce que ça veut dire que l'argent, l'État, c'est quoi? L'État te paye avec l'argent public. Si l'argent que tu payes pour les impôts te paye encore, mais qui paye les impôts? En France, 15% de la population active est au service public. 15%. Et 85%, je parle bien de la population active. En économie, on parle de population active, c'est ceux qui sont capables de travailler. Et les autres 85%, il y a un certain taux de chômage et il y a 50% de la population active qui est dans les fonctions privées et qui paye les impôts.
Nous, alors le problème, c'est que d'abord, on sortait d'un manque de culture généralisée, et en plus, ça arrive, et nos modèles n'ont été que des fonctionnaires. Et l'État a essayé de prendre le maximum, et ça n'a pas marché, parce qu'il y a des limites que l'État ne peut pas prendre, et tout le monde veut. Et alors, c'est pour ça que tu entends les gens parler de rotativité du pouvoir. Ce qui me gêne là, c'est parce que ça veut dire que nous allons nous roter à la mangeoire. Mais qui va alimenter la mangeoire? Mais c'est ça, mais là encore, je suis obligé de ramener un point, de ramener un point. Mais avant ça, je vais lire la question. Maintenant que l'état des lieux est posé, quelle perspective? On va y revenir. Parce qu'il faut toujours Exactement. poser. Mais ça, c'est une jolie question. Moi, j'aime ce genre de questions. Il veut, je lui apporterai des réponses. On va apporter des réponses parce qu'il faut toujours brosser effectivement l'état des lieux, mettre la première couche de peinture pour que tout le Voilà. monde sache au moins à quoi ça va ressembler. Alors, Voilà. maintenant que nous avons dit ça, les gens parlent de la rotativité du pouvoir. Et il faut que les gens oublient une chose, c'est que l'Afrique a une particularité. C'est qu'elle est d'abord, comment je vais dire, tribale. Je vais dire, parce que je ne sais pas le terme, je vais dire avec les chefferies traditionnelles, elle est d'abord, comment on va dire, dirigée d'abord à l'origine, on va dire, par les chefferies traditionnelles, des micro-États, Exactement. qui va donc se développer pour devenir un État, un ensemble de ces petits royaumes-là. Je vais juste Donc, arrêter. Je vais juste arrêter ensuite. Ça, c'est notre problème. C'est qu'on ne sait pas développer pour être des nations, mais on est resté des territoires sous colonisation. En 1960, on a dit maintenant, soyez des nations. Et c'est pour ça que nous n'avons pas digéré le principe même de l'État-nation. C'est ça le problème. C'est que nous sommes dans un État-nation, mais nous nous considérons comme des éléments appartenant à des tribus. Ce n'est même pas qu'on soit tribaliste. C'est parce que nous nous accrochons à quelque chose par rapport à laquelle on pense qu'on va pouvoir en sortir. Voilà ce qui se passe dans le tribalisme. C'est-à-dire que le mec se dit, peut-être si l'autre est de ma tribu, j'aurais peut-être une chance. Même s'il sait au fond de lui que c'est faux. et Et d'ailleurs, la base, donc, la base, c'est-à-dire que, comme on dit, le tableau est brossé. Quel est donc le rapport ou alors le point de jonction que nous devons trouver pour notre vivre ensemble, pour, bien quand tu vas apporter d'autres précisions sur le temps passé, le pour que premier le Cameroun ou fléau du l'Afrique, Cameroun, le fléau qu'il faut éradiquer au Cameroun est la corruption. Et je suis désolé qu'il y ait eu des campagnes présidentielles et que je n'ai vu aucun candidat en parler. Le premier fléau est la corruption. Dès mais il que y a la quand même, corruption... mais Henri, en faisant l'avocat du diable ou alors l'avocat de Dieu, je te dirais qu'il y a eu plusieurs plans d'éradication de la corruption. Je te parle le plus récent, Exemple, l'opération Épervier. Avant ça, je vais te parler comment ça s'appelle, l'opération qui est en cours, là, la lutte contre la corruption, qui est actuellement l'opération l'opération Épervier intérieure. phase 1, phase 2. Donc, c'est quand même Il n'y a des pas eu plusieurs mécanismes. plans. Attends, c'est le seul. Non, Depuis Aïdjo, mais mais ce que attendez, je mais veux le te dire, Cameroun n'est pas né avec M. Biya. non, non, c'est Depuis parce que je Aïdjo, veux dire, ce plan de lutte contre la corruption, il a quand même des sursauts. On a l'impression qu'à un moment, il sommeille et qu'il se réveille juste à un moment donné pour agir. nous, Est-ce que, est-ce que la nous n'avions mesure, pas... est-ce que, pour répondre, Ouais, est-ce que vas-y. l'ampleur du problème de corruption, est-ce que tu penses que cette ampleur est prise en compte par le gouvernement? L'ampleur, la mesure. Moi, je, moi, je pense que c'est pris en compte par le gouvernement. Pour preuve, aucun des candidats de la dite opposition n'a rien dit à propos. C'est pourtant le problème majeur. Je Non, dis majeur. Harris en ont quand même parlé. Exemple, Peut-être qu'ils n'ont pas mis sur place et sur pied un organe à proprement parlant, mais ils ont tous donne-moi. évoqué le problème de la corruption. Oui, je dis qu'on me dit ce qu'ils ont avec comme programme. Je ne leur ai pas demandé d'évoquer. Hein. Quand tu es candidat à la présidence, tu me dis voilà, il y a la corruption. Tu commences par constater que c'est un fléau et tu me dis ce que tu vas faire. Et c'est ça que j'appelle le programme. La réduction du nombre de ministères concourait justement à réduire Non. la La corruption. réduction du nombre de ministères, aujourd'hui, dans l'État actuel Cameroun, tu crées une explosion. Parce que tu réduis le nombre de gens qui travaillent à la fonction publique. Or, tu ne sais pas par quoi tu vas les absorber.
C'est certainement pas la solution. Mais peut-être qu'on va dire que c'était peut-être de la bouillie pour chat. Peut-être qu'il s'agissait de réduire le nombre de ministères, mais plutôt de jumeler, de faire de gros ministères. Auquel cas, on ne résout aucun problème. À moins qu'il y ait quelqu'un qui nous dise qu'il y avait une autre vision. Moi, j'ai dit ici que la corruption, un, se fait actuellement dans les marchés publics. Donc, il faut créer la transparence dans les marchés publics. Nous sommes à l'ère de l'électronique. En moins de 200, 500 millions de francs, vous installez des serveurs, c'est-à-dire des bases de données où tout dossier de service public est introduit. Oui, ça c'est déjà, c'est déjà, comme je dis, c'est un pas qui va réduire la corruption au moins à 70%. Mais maintenant, est-ce que ça ne et va si pas... on réduit la corruption à 70%, mais est-ce que tu te rends compte des milliards qu'on économise? Est-ce que tu te rends compte que si on économise des milliards, on peut lancer des projets? On peut donc maintenant s'asseoir, toi et moi. Voilà, on peut dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'idée qui était de lancer des sociétés à l'époque d'Aïdjo, l'idée sur le fond n'était pas mal. Malheureusement, encore que Aïdjo n'a eu aucune idée. Je veux dire, c'est les Français qui avaient imposé ça. Et malheureusement, c'est rentré dans une logique de surfinancement de ces sociétés d'État. C'est pour ça que je reviens toujours à la SNI et les plus de 65 sociétés qui avaient été créées à l'époque d'Aïdjo sur des surfinancements. Et là est la naissance de la corruption, parce que 99% de la population gabonaise vivait dans les villages. Et alors qu'on te créait Sosucam, Kamsuko, avec 33 milliards. Oui, mais ça veut dire que le budget de la société créée, la deuxième société créée pour pour augmenter la production, s'est avérée plus coûteuse et moins productive que la première. Donc, c'est à cause de la corruption. C'est à cause de la corruption. Il faut savoir que tous ces milliards-là partaient dans les poches de personnes. Qui aujourd'hui sont des milliardaires. Qui aujourd'hui sont des milliardaires. Je n'ai pris que celui-là, je peux les prendre d'autres. Alors, pour revenir, Henri. Attends, et c'est pas tout. C'est pas seulement que les gens sont devenus milliardaires. C'est qu'à côté de ça, ils ont laissé un État surendetté. Et que Paul Biya se trouve, j'ai dit, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour rembourser ça. Et c'était l'État. Quand Paul Biya arrive en 92, il trouve 60 sociétés en faillite subsidiées par l'État. On ne peut pas les fermer parce que si on licencie tout le monde dans 60 sociétés, ben c'est la panique générale. Bon, maintenant, si on peut fondre la corruption, on peut maintenant parler de grands projets. On peut réorienter parce que nous avons un problème. L'idée d'avoir des sociétés, ce n'était pas une mauvaise idée, même si je n'appelle pas ça société. Parce que qu'est-ce qu'on appelle Sosucam? C'est un champ de canne à sucre. C'est tout. Et à ce prix-là, c'est trop. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est les moyens pour pouvoir lancer l'activité publique. Et la véritable réflexion devrait être, comme les gens n'ont pas d'argent pour lancer ces activités, qu'est-ce qu'on doit faire pour booster? Le deuxième plan, moi je le donne, ça c'est un programme présidentiel. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est l'aspect foncier. Il y a trop de problèmes fonciers au Cameroun, tels qu'à Yaoundé, un terrain à 4 titres fonciers. Oui, mais ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas valoriser ton terrain parce qu'il y a des litiges dessus. Tu ne peux pas aller à la banque et dire, bon, moi j'ai mon terrain, là, fais-moi un prêt, je construis une maison, j'ai de l'argent. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, évidemment, c'est le franc CFA qui nous empêche de lancer les projets parce que ça limite notre capacité à l'emprunt. Que ce soit l'emprunt à la consommation, mais pire, l'emprunt hypothécaire. Pourquoi? L'emprunt hypothécaire permettrait à chaque Camerounais de se loger de façon décente. Parce que tout le monde paye un loyer toute sa vie. Si tu as un emprunt hypothécaire, dans cet emprunt hypothécaire-là, tu vas pouvoir construire ta maison parce que c'est ça le principe de l'emprunt hypothécaire. Tu boostes les conditions. Donc, le problème foncier est un problème crucial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme chaque terrain de Douala, de Yaoundé et même des petites villes comme Bertrand Balmayo, on se retrouve avec trop de problèmes fonciers, il est impératif qu'on mette sur pied un tribunal foncier spécial. Je n'ai pas dit qu'il soit criminel, mais qu'il soit un tribunal qui ne gère que ça pour que ces aspects soient gérés. Un problème foncier, c'est géré sur 3 mois. On donne toute la responsabilité au juge d'apporter les papiers. Quand tu dis ça, c'est mon titre foncier, le juge lui-même va au cadastre. Sur un coup de téléphone, on lui ramène les dossiers. Est-ce que tu sais que
au tribunal, quand tu saisis le tribunal pour ton problème foncier, le juge te demande, et c'est logique, d'apporter l'expédition, un papier notarié qui prouve que c'est le truc, et ça coûte 50 000 francs chez le notaire. La procédure pour introduire en première instance quelque chose, tu as 50 000 francs. Les frais d'avocat, 200 000 francs. Et combien de gens peuvent supporter ça, prendre 200 000 francs pour une procédure? Aujourd'hui, à Yaoundé, il y a des terrains dont les titres fonciers sont au nom du grand-père. Parce que la succession n'avait pas les moyens financiers de pouvoir faire un jugement de succession. Le problème foncier est crucial. Ça, c'est ça que moi j'appelle des problèmes matériels. Parce que quelqu'un a demandé les solutions. Les missions. Mais quelqu'un dit, mais c'est quoi les solutions?